Chapitre 1. L'invité inattendu. Troy clairement se tenait à la fenêtre de sa cuisine et regardait son fils de 9 ans, Cooper, taper dans un ballon de foot dans leur jardin. Le soleil du samedi après-midi projetait de longues ombres sur leur pelouse immaculée dans le quartier de Millbrook Heights. Troy avait travaillé dur pour cette vie. La maison coloniale à 2 étages, la pelouse impeccable, la palissade blanche qui semblait promettre le rêve américain. Son entreprise de conseil en sécurité avait prospéré ces 5 dernières années, bâtie sur la discipline et l'expertise tactique acquises au cours de ses 8 années dans les forces spéciales. La sonnette interrompit ses pensées. Le ballon de Cooper s'immobilisa tandis que le garçon regardait la maison avec curiosité. Troy s'essuya les mains avec un torchon et se dirigea vers la porte d'entrée. Son instinct militaire, entraîné par la nature, cataloguait automatiquement les détails de l'étranger qui se tenait sur son porche. L'homme était grand, à peu près de la taille de Troy, 1,88 m, avec des cheveux blonds cendrés et des mains burinées qui trahissaient le travail manuel. Il portait un jean et une chemise en flanelle, et son sourire semblait sincère, mais quelque chose dans sa posture suggérait une nervosité à peine contenue. « Bonjour », dit l'inconnu en lui tendant la main. « Je m'appelle Wade Hartley. Je viens d'emménager dans la maison 3 portes plus loin, la coloniale bleue. Je pensais passer me présenter aux voisins. » Troy s'apprêtait à répondre lorsque Cooper apparut dans l'embrasure de la porte derrière lui. Le garçon jeta un coup d'œil à Wade et se figea, le visage décoloré. Cooper avait toujours été un enfant sociable, prompt à s'habituer aux nouvelles personnes. Mais maintenant, il se serra contre la jambe de Troy avec une urgence qui le mit immédiatement en alerte. « Papa !» La voix de Cooper n'était qu'un murmure, tremblant d'une émotion que Troy ne parvenait pas à identifier. « Dis-lui de partir. » Troy fronça les sourcils, jeta un coup d'œil à son fils avant de se tourner vers Wade. « Cooper, ce n'est pas poli. Monsieur Hartley est notre nouveau voisin. » Mais la réaction de Cooper ne fit que s'intensifier. Ses petites mains agrippèrent le jean de Troy. Et quand Wade s'approcha, les mains toujours tendues, les yeux du garçon se remplirent de larmes. « Papa lui a demandé où il habitait avant, » dit Cooper, la voix brisée par ce désespoir qui réveilla l'instinct protecteur de Troy. Avant que Troy puisse comprendre l'étrange comportement de son fils, des pas résonnèrent dans le couloir derrière eux. Brenna sortit de leur chambre, probablement attirée par les voix. Elle faisait une de ses fréquentes siestes de l'après-midi, une habitude depuis 1 an. Ses cheveux au burn étaient en bataille, et elle portait la robe de chambre en soie que Troy lui avait offerte pour leurs 10 ans de mariage. Dès que Brenna aperçut Wade, elle s'immobilisa net. Son visage se vida si complètement que Troy crut s'évanouir. Ses yeux verts s'écarquillèrent de terreur, et sa main se porta à sa gorge dans un geste apparemment involontaire. « Brenna ?» La voix de Troy était teintée d'inquiétude et de suspicion grandissante. « Ça va, ma puce ?» Le sourire nerveux de Wade s'estompa un instant tandis qu'il regardait Brenna et Troy, mais il se reprit rapidement. « Désolé, je ne voulais pas effrayer qui que ce soit. Comme je l'ai dit, je voulais juste me présenter. Wade Hartley. » Il fit un geste vague vers la rue. La maison bleue au volet noir. La bouche de Brenna s'ouvrit et se referma comme un poisson haletant, mais aucun mot ne sortit. Cooper se serra encore plus contre Troy, et la détresse évidente du garçon commençait à déclencher toutes les alarmes dans l'esprit de Troy. Alarmé, il avait appris à se fier à son instinct. Et là, son instinct lui hurlait que quelque chose n'allait vraiment pas. « Où habitiez-vous avant ?» demanda Troy d'un ton désinvolte, mais ses yeux se fixèrent sur le visage de WDE. L'espace d'un instant, moins d'1 seconde, l'expression de WDE changea. Ce fut si rapide que la plupart des gens l'auraient manqué. Mais Troy avait été entraîné à lire les micro-expressions, à saisir les infimes anecdotes qui séparaient la vérité de la tromperie. Ce qu'il vit en cet instant fugace fut de la panique, vite masquée par une aisance éprouvée. « Phoenix », dit Wade d'une voix douce. « J'y suis depuis environ 3 ans. J'ai beaucoup bougé entre le travail, la construction et les contrats. Tu sais comment c'est. » Mais Cooper secoua violemment la tête. « Non ?» murmura le garçon, les larmes ruisselant sur ses joues. « Non, papa. Il a survécu. Cooper, ça suffit. » La voix de Brenna claqua comme un fouet, acérée et rauque, si bien que Troy et Wade se tournèrent vers elle. Elle s'avança, le visage rouge au lieu d'être pâle, et posa une main protectrice sur l'épaule de Cooper. « Va dans ta chambre maintenant. » Le garçon regarda ses parents avec confusion et peur, mais Troy fit un signe de tête en direction de l'escalier. « Vas-y, mon pote. On se parle dans 1 minute. »
Cooper monta péniblement à contre-cœur, jetant un dernier regard effrayé à Wade avant de disparaître au coin de la rue. Le silence qui suivit était lourd de tensions inexprimées. Wade s'éclaircit la gorge. Les enfants, n'est-ce pas? Parfois, ils se trompent de visage. Ça arrive tout le temps. Mais son rire semblait forcé et Troy remarqua que ses mains avaient serré les poings à ses côtés. D'accord, dit Troy lentement, son esprit analytique étudiant déjà les possibilités. La réaction de son fils, la reconnaissance évidente de cet homme par sa femme, la façon dont l'histoire de Wade sonnait faux. Tout cela indiquait quelque chose qui fit serrer la mâchoire de Troy, empli d'une colère à peine contenue. Brenna avait retrouvé un peu son calme, mais Troy pouvait voir le tremblement de ses mains tandis qu'elle lissait sa robe. « Eh bien, ravi de vous avoir rencontré, Monsieur Hartley, dit-elle d'une voix artificiellement enjouée. Je suis sûr qu'on se verra dans le quartier. C'était clairement un congédiement, mais Wade semblait réticent à partir. Son regard s'attarda sur Brenna un instant de trop, et Troy surprit le bref, presque imperceptible, hochement de tête de sa femme, un geste d'avertissement qui confirma tous les soupçons qui se formaient dans son esprit. « Absolument, dit finalement Wade. Je suis sûr qu'on se verra souvent, j'ai hâte de faire partie de la communauté. » Il recula, mais marqua une pause, regardant Brenna droit dans les yeux. On se croisa peut-être à l'épicerie ou quelque chose comme ça, tu sais, pour se remémorer le bon vieux temps. La phrase flottait dans l'air comme une menace, et Troy sentit une sensation de froid et de danger s'installer en lui. Ce n'était pas une rencontre fortuite. Ce n'était pas une coïncidence d'emménager dans leur quartier. Wade n'était pas venu ici exprès. Et à en juger par les regards échangés entre lui et Brenna, Troy commençait à comprendre pourquoi. Après le départ de Wade, marchant d'un pas délibéré vers sa voiture, Troy ferma la portière et se tourna vers sa femme. Brenna reculait déjà vers l'escalier, le visage de nouveau pâle et le regard perdu dans tous les sens, sauf celui de Troy. « Brenna, dit Troy doucement, d'une voix qui exprimait le calme qui précède la tempête. Il faut qu'on parle. » Chapitre 2. Démêler les vérités. Troy regarda sa femme arpenter leur chambre comme un animal en cage, les mains tremblantes tandis qu'elle allumait sa 3e cigarette en 10 minutes. Elle avait arrêté de fumer 2 ans auparavant, du moins c'est ce qu'elle prétendait, mais le paquet de Marlboro était sorti du fond de sa boîte à bijoux avec une aisance acquise. « Il s'appelle Wade Hartley, » dit Troy en s'installant dans le fauteuil près de leur fenêtre. Sa voix restait calme, posée, le même ton qu'il avait utilisé lors des interrogatoires en Afghanistan. Il dit qu'il vient de Phoenix, qu'il travaille dans le bâtiment. Il marqua une pause, observant la réaction de Brenna. « Mais tu savais déjà tout ça, n'est-ce pas ?» Brenna tira une longue bouffée et expira lentement, la fumée créant une barrière entre eux. « Je ne sais pas de quoi tu parles. Notre fils l'a reconnu. Un garçon de 9 ans qui n'est jamais allé à Phoenix, qui n'a pratiquement jamais quitté le Connecticut, connaît assez bien notre nouvelle voisine pour être terrifié par lui. » Les mains de Troy restèrent détendues sur ses genoux, mais ses yeux ne quittèrent pas son visage. « Alors, je te le repose. Comment connais-tu Wade Hartley? » La cigarette tremblait entre ses doigts. Peut-être que Cooper l'avait déjà vu en ville. Les enfants remarquaient des choses. Troy avait passé 13 ans avec Brenna. De ses années d'université à Yukon, en passant par la cour, le mariage et la naissance de Cooper. Il connaissait tout ce qu'elle disait. Sa façon de se toucher le cou quand elle était nerveuse. Son incapacité à maintenir le contact visuel quand elle mentait. Ce léger accent du Connecticut qui s'insinuait dans sa voix quand elle était sous pression. « Et c'est encore, » dit-il doucement. Brenna perdit enfin son sang-froid. Elle s'affaissa au bord du lit, la tête entre les mains. « Troy, s'il te plaît, on ne peut pas laisser tomber? Il est là maintenant, mais ça ne veut pas dire que les choses doivent changer. » Cet aveu le frappa comme un coup dur, même s'il s'y attendait. Troy avait bâti son entreprise sur sa capacité à lire les gens, à anticiper leurs mouvements, à anticiper toute menace. Mais étrangement, sa propre femme jouait à un jeu dont il ignorait jusqu'à l'existence. « Combien de temps ?» La question fut posée d'un ton neutre, sans émotion. « C'est fini, » dit Brenna rapidement. « Quoi que tu penses, c'est fini. Ça fait des mois. Combien de temps ?» Elle leva les yeux vers lui, et il vit dans ses yeux quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. Pas seulement de la culpabilité, mais de la défiance, comme si une partie d'elle-même n'appréciait pas de devoir s'expliquer avec lui. « 18 mois, murmura-t-elle. Troy assimila cette information avec la même approche méthodique qu'il utilisait pour la planification tactique. 18 mois plus tôt, Brenna avait commencé à travailler tard plus souvent.
à faire ses siestes l'après-midi, à suggérer à Cooper de passer plus de week-ends chez sa mère. Tout cela prenait sens maintenant. Où l'as-tu rencontré? 3. S'il te plaît. Oh, à la salle de sport. Elle tira une autre bouffée. Ses mains étaient plus stables maintenant. Il travaillait sur un projet de rénovation à FIF First. Nous avons commencé à discuter. FIF First était la salle de sport haut de gamme de Brenna, en centre-ville. Celle où elle passait 3 heures tous les mardis et jeudis. 3 l'avait encouragé à s'inscrire, pensant que l'exercice l'aidait à surmonter sa dépression postpartum qui persistait depuis longtemps après la naissance de Cooper. Il était même fier de son dévouement à son programme de fitness. Et Cooper le connaît, car Brenna garda le silence pendant près d'une minute avant qu'elle ne réponde. Wade assistait à quelques matchs de foot de Cooper. J'ai dit à Cooper qu'il était un ami de travail. La trahison l'avait profondément blessé, plus que 3 ne l'avaient imaginé. Non seulement la liaison, mais aussi la façon dont elle avait impliqué leur fils, rendu Cooper complice de ses mensonges, forçait le garçon à serrer la main de l'amant de sa mère et à faire comme si tout était normal. « Pourquoi a-t-il emménagé ici ?» demanda 3. « Je ne sais pas, mais sa voix manquait de conviction. » 3 se leva lentement, ses mouvements posés et contrôlés. Il se dirigea vers la fenêtre de leur chambre et contempla le quartier qu'il avait tant payé pour s'offrir. Les rues bordées d'arbres, les maisons bien entretenues, la promesse de sécurité et de stabilité qu'il avait voulu offrir à sa famille. « Tu mens » dit-il sans se retourner. Wade Hartley n'a pas choisi Millbrook Heights au hasard. Il n'a pas choisi une maison à 3 portes de chez nous au hasard. Il est venu ici pour une raison. Derrière lui, il a entendu le lit grincer tandis que Brenna se levait. 3. Je te jure, je ne savais pas qu'il emménageait ici. Quand j'ai rompu avec lui il y a 6 mois, j'ai cru que c'était fini. Je pensais qu'il comprenait. 3 se retourna et Brenna fit un pas en arrière involontaire en voyant son expression. Il y a 6 mois. Mais tu as dit 18 mois au total. Notre liaison a duré environ 1 an, dit-elle rapidement. J'y ai mis fin il y a 6 mois quand j'ai réalisé ce que je faisais à notre famille, à Cooper, à toi. Mais il ne voulait pas que ça s'arrête. La cigarette de Brenna s'était consumée jusqu'au filtre sans qu'elle s'en aperçoive. Elle l'a écrasée dans le cendrier qu'elle avait caché dans le tiroir de sa table de nuit. Une autre petite tromperie qui s'ajoutait à la pile grandissante. Il a dit qu'il m'aimait, murmura-t-elle. On était fait l'un pour l'autre, mais je lui ai dit que c'était fini. J'avais choisi ma famille. Le rire de 3 était dénué d'humour. Tu as choisi ta famille. Après 1 an avec un autre homme, tu as choisi ta famille. Il secoua la tête. Comme c'est généreux de ta part, Brenna. 3. S'il te plaît. Est-ce qu'il est au courant de l'emploi du temps de football de Cooper? De mes voyages d'affaires? Des soirs où je travaille tard au bureau? Son visage se vida de nouveau. Quel genre de question est-ce? Le genre de question qu'un homme pose quand il réalise que sa femme a partagé des détails sur leur famille avec quelqu'un qui n'avait peut-être pas les meilleures intentions. La voix de 3 resta posée, mais il y avait quelque chose de profond, quelque chose de froid et de calculateur qui poussa Brenna à se serrer dans ses bras. « Wade ne nous ferait pas de mal, » dit-elle, mais elle n'avait pas l'air convaincue. 1. Homme qui entame une liaison avec une femme mariée, puis déménage à 3 maisons de chez sa famille quand elle y met fin. 3 se rapprocha et Brenna recula instinctivement vers la porte. Ce n'est pas le comportement de quelqu'un qui accepte un rejet, Brenna. C'est celui de quelqu'un qui s'envenime. 3 avait observé suffisamment de comportements obsessionnels pendant son service militaire et son travail de consultant en sécurité pour reconnaître le schéma. Wade Hartley n'avait pas déménagé à Millbrook Heights pour prendre un nouveau départ. Il était venu ici pour poursuivre une relation que Brenna pensait avoir terminée. « J'ai besoin que tu fasses tes valises, » dit soudain 3. « Toi et Cooper, vous allez rester chez ta mère quelques jours. »« Quoi? Quoi? » Parce que j'ai besoin de temps pour réfléchir et parce que tant que je n'aurai pas compris ce que Wade Hartley veut vraiment, je ne veux ni de toi ni de Cooper dans cette maison. La défiance de Brenna s'enflamma de nouveau. « Tu ne peux pas nous mettre à la porte comme ça. » 3 la regarda un long moment. Cette femme qu'il aimait depuis qu'ils avaient 22 ans. La femme qui lui avait promis fidélité. La femme qui s'était construit une double vie si élaborée qu'elle avait convaincu leur fils de mentir pour elle. « Regarde-moi, » dit-il doucement tandis que Brenna sortait précipitamment pour faire ses bagages. 3 resta près de la fenêtre, son esprit explorant déjà les possibilités. Wade Hartley pensait avoir affaire à un mari sans méfiance, susceptible d'être manipulé ou intimidé. Il pensait jouer à un jeu où il avait toutes les cartes en main.
Mais 3 Kellerman n'avait pas survécu à 8 ans dans les forces spéciales en étant la victime de qui que ce soit, et il n'avait pas bâti une entreprise de sécurité prospère en reculant devant les menaces. Wade Hartley venait de commettre la plus grosse erreur de sa vie, et 3 allait s'assurer qu'il en paie le prix. Chapitre 3. La préparation du chasseur. 3 se tenait dans son bureau au sous-sol, entouré de ses outils de travail. 3 écrans affichaient différents résultats de recherche, des bases de données policières et des profils de réseaux sociaux. Sa formation militaire lui avait appris que l'information était l'arme la plus puissante. Et après 48 heures de recherche, il commençait à comprendre exactement quel genre d'homme avait décidé de s'immiscer dans la famille Kellerman. Wade Hartley, 34 ans, était né à Tucson, en Arizona. Abandon du lycée à 16 ans. Service militaire, démobilisé après 2 ans pour agression, inculpation passée sous silence. Depuis, une série d'emplois dans le bâtiment dans le sud-ouest, sans jamais rester plus de 18 mois au même endroit. 3 ordonnances restrictives de 3 femmes différentes, dans 3 États différents. Le schéma était clair. Wade était un prédateur spécialisé dans les femmes mariées. Il s'immisçait dans leur vie, généralement par le travail ou ses relations sociales, puis les isolait progressivement de leur réseau de soutien. Lorsque les femmes tentaient de mettre fin à leur relation, Wade intensifiait ses violences, les suivant, les harcelant, déménageant parfois pour se rapprocher d'elles. Mais Brenna était différente. Elle avait quelque chose que les autres n'avaient pas, un mari capable de se défendre. Le téléphone de 3 vibra, un SMS de sa femme lui parvint. Cooper demandait quand on pouvait rentrer. Que lui dire? 3 répondit. Dis-lui que papa prépare une surprise pour la famille. Soyez patient. Ce n'était pas tout à fait un mensonge. 3 travaillaient sur un projet pour la famille. Il s'efforçait d'éliminer la menace qui avait envahi les habitants 3 portes plus loin. La sonnette retentit à l'étage et 3 vérifia ses caméras de surveillance. Wade Hartley se tenait sur son porche, une bouteille de vin à la main et arborant ce qu'il prenait probablement pour un sourire amical. 3 admiraient presque l'audace de l'homme. 3 monta les escaliers et ouvrit la porte, prenant soin d'avoir l'air légèrement échevelé et épuisé émotionnellement. Exactement ce à quoi Wade s'attendait de la part d'un homme dont la femme venait de le quitter. « Wade, dit 3, avec une juste note de résignation lasse dans la voix. « Que puis-je faire pour vous ?» Wade brandit la bouteille de vin. « J'ai pensé que vous auriez besoin de compagnie. J'ai vu Brenna et Cooper partir avec leurs valises hier. Je me doutais que tu traversais une mauvaise passe. » Affirmer son intérêt pour le voisinage était presque insultant, mais 3 joua le jeu. « Ouais, on a des problèmes. » Elle emmena Cooper chez sa mère quelques jours, le temps qu'on règle la situation. Les yeux de WDE s'illuminèrent d'une satisfaction mal dissimulée. « Désolé d'apprendre ça, mec. Le mariage est difficile. Ça te dérange si j'entre? On pourrait peut-être en parler. » 3 s'écarta et fit signe à Wade d'entrer dans son salon. C'était parfait. Wade lui facilitait les choses en venant le voir. « Je peux te servir quelque chose à boire? De la bière. Ça a l'air délicieux. » 3 récupéra 2 bouteilles dans la cuisine, veillant à garder Wade en vue par la fenêtre. À son retour, Wade étudiait les photos de famille sur la cheminée, en particulier celle de Brenna. « Belle femme, » dit Wade en acceptant sa bière. « Belle famille. Tu as de la chance. » Je m'en doutais. 3 s'installa dans son fauteuil inclinable, gardant un langage corporel ouvert et non menaçant. Mais apparemment, la chance tourne. Wade s'assit sur le canapé juste en face de 3. Il essayait d'avoir l'air décontracté, mais 3 remarqua que ses yeux scrutaient la pièce, cataloguant les sorties et les armes potentielles. L'entraînement militaire, même abrégé, laissait des traces. « Tu veux parler de ce qui s'est passé ?» demanda Wade. Parfois, ça aide d'avoir le point de vue d'un homme. 3 faillit sourire devant l'ironie. Elle a une liaison. Découvert il y a quelques jours. Il but une longue gorgée de bière, observant la réaction de WDE par-dessus le bord de la bouteille. L'expression de WDE était un exemple magistral de fausse sympathie. Zut, c'est dur. Comment as-tu découvert ça? Relevé téléphonique? Relevé de carte de crédit. Tu sais comment c'est. Quand on commence à chercher, les preuves sont partout. 3 secoua la tête. 18 mois. 1 année et demie entière de ma vie était un mensonge. A-t-elle dit qui c'était? 3 sourit bel et bien, mais c'était le genre de sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. Un type de sa salle de sport a dit qu'il s'appelait Wade. La bouteille de bière se figea à mi-chemin entre les lèvres de Wade. Car l'espace d'un instant,
Son masque tomba complètement et 3 vit l'homme réel qui se cachait derrière. Calculateur, dangereux, et maintenant incertain de ce que 3 savait réellement. Un nom commun, dit Wade prudemment. Très commun. Ça a rendu difficile de le retrouver au début. 3 se pencha légèrement en avant, sa voix baissant sur un ton conversationnel, mais je suis plutôt doué pour trouver des gens. C'est mon métier. Wade posa sa barbe sur la table basse, et 3 remarqua le léger tremblement de ses mains. Quel genre de travail faites-vous? Conseil en sécurité, évaluation des risques, enquête de fond. Le sourire de 3 s'élargit. J'aide les gens à identifier les menaces avant qu'elles ne deviennent des problèmes. Le silence qui suivit s'éternisa inconfortablement. Wade essayait visiblement de déterminer si 3 jouait à un jeu ou s'il ignorait vraiment à qui il parlait. 3 le laissa s'interroger. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Demanda finalement Wade. De mon mariage ou de l'homme qui l'a détruit? De ton mariage? 3 se leva et se dirigea vers la fenêtre donnant sur la maison de Wade. Eh bien, ça dépend de ce que ce Wade va faire ensuite. Voyez-vous, Brenna dit que la liaison est terminée. Elle dit qu'elle a choisi sa famille. Mais je me demande si le vieux Wade a compris le message. Derrière lui, 3 entendit Wade bouger sur le canapé. Que voulez-vous dire? 3 se retourna et cette fois, il laissa Wade voir exactement à quel genre d'homme il avait affaire. L'apparence du voisin amical avait disparu, remplacée par quelque chose de plus dur et d'infiniment plus dangereux. Je veux dire que si un brin d'esprit pense qu'il peut entrer dans ma vie, celle de ma femme, corrompre mon fils, et ensuite rester dans les parages pour voir ce qu'il peut encore me prendre. La voix de 3 resta calme, presque conversationnelle. Eh bien, ce serait une grave erreur de calcul de sa part. WDE se leva lentement, la main vers la poche de sa veste avant de se reprendre. 3. Je pense que je devrais peut-être y aller. Vous savez ce qui est intéressant dans les enquêtes de fond? 3 continua comme si Wade n'avait pas parlé. Ces choses qu'on peut apprendre sur une personne avec juste un peu d'effort. Son parcours professionnel, son casier judiciaire, ses comportements. Le visage de WDE il est devenu pâle. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que tout homme qui déménage à 3 maisons d'une femme qu'il a rejetée, ce n'est pas un comportement normal, Wade. C'est un comportement prédateur. Et d'après mon expérience, les prédateurs ne cessent d'intensifier leurs pulsions que lorsque quelqu'un les y oblige. Wade retourna vers la porte, mais 3 ne bougea pas pour lui barrer la route. Il n'en avait pas besoin. Le message avait été transmis. Je pense qu'il y a eu un malentendu, dit Wade, la voix tendue par une panique à peine maîtrisée. Aucun malentendu, répondit 3. Tu as déménagé ici parce que tu pensais avoir affaire à un père de famille de banlieue qui ne riposterait pas. Tu pensais pouvoir m'intimider et me faire abandonner ma famille. Le sourire de 3 était froid comme l'hiver. Mais voilà ce à quoi tu ne t'attendais pas, Wade. Je ne suis pas un civil qui va se plier à tes ordres. Wade atteignit la porte et tâtonna avec une poignée. Je suis juste ton voisin, mec. Je ne sais pas ce que tu penses. Attends. La voix de 3 trancha les protestations de l'autre homme comme une lame de rasoir. Fais tes bagages et quitte la ville ce soir, car si tu es encore dans cette maison demain matin, je vais commencer à te traiter comme la menace que tu représentes. Wade s'enfuit sans un mot, traversant pratiquement le jardin en courant jusqu'à sa maison. 3 regarda par la fenêtre les lumières s'allumer dans toute la maison de WDE. Voyant la silhouette de l'homme se déplacer frénétiquement de pièce en pièce, 3 sortit son téléphone et appela son ancien camarade de l'armée, Derek Rodriguez, qui dirigeait maintenant une entreprise de sécurité privée à Hartford. Derek, c'est 3. J'ai besoin d'un service. En combien de temps peut-on envoyer une équipe de surveillance dans une maison de Milberg Heights? Une surveillance complète 24h24 et 7h7. Dans quel genre d'ennui es-tu, mon frère? 3 regarda Wade charger des cartons dans son camion à la faveur de la nuit, le genre d'ennui qui nécessite une attention professionnelle. Et Derek, assure-toi que tes hommes soient armés. Parce que 3 avait pris sa menace au sérieux. Si Wade Hartley était encore là ce matin, 3 allait cesser de traiter ça comme une dispute conjugale et commencer. Il traitait cela comme une guerre. Et à la guerre, 3 Kellerman n'avait jamais perdu. Chapitre 4. Le piège est tendu. Wade Hartley était toujours là au matin. 3 regardait depuis la fenêtre de sa cuisine Wade chargé du matériel d'aménagement paysager de son camion, faisant mine de commencer les travaux dans son jardin. Le message était clair. Wade n'était pas intimidé. Il ne partirait pas. Au contraire, il redoublait d'efforts pour se rendre dans le quartier.
L'équipe de surveillance de Derek avait confirmé les soupçons de 3 tout au long de la nuit. Wade avait chargé des cartons dans son camion vers minuit, mais n'avait jamais quitté la propriété. Au lieu de cela, il avait tout déchargé avant l'aube et avait passé les premières heures de la matinée à se préparer visiblement à rester. C'était un geste calculé destiné à montrer à 3 que les menaces ne fonctionneraient pas. Wade Harley venait de commettre sa deuxième grosse erreur. Le téléphone de 3 sonna et la voix de Derrick grésilla dans le haut-parleur. Vos gars ont de la compagnie. Berline noire. 2 occupants sont garés au bout de la rue depuis 1 heure. Ils surveillent sa maison. Pouvez-vous me donner les plaques d'immatriculation? Je les ai déjà vérifiées. Voiture de location payée avec une carte de crédit appartenant à Marcus Vega. 3 sentis son sang se glacer. Marcus Vega était un nom issu du dossier militaire de WDE. Un autre soldat renvoyé pour déshonneur qui purgerait une peine pour agression et intimidation. Si Wade appelait des renforts, la situation venait de dégénérer et dépassait le cadre d'une simple affaire de harcèlement. « Combien d'hommes pouvez-vous me trouver » demanda 3. « Pour quel genre d'opération » 3 réfléchit attentivement. Derrick était un bon ami, mais c'était aussi un homme d'affaires honnête qui ne pouvait se permettre d'être associé à quoi que ce soit qui franchit certaines limites. Le genre où tout le monde rentre chez soi sain et sauf, mais où le problème est définitivement résolu. Derrick resta silencieux un long moment. 3. Tu sais que je ne peux pas. Alors continue de surveiller et sois prêt à appeler la police si les choses tournent mal. 3 raccrocha et composa immédiatement un autre numéro. Vinny, c'est 3 Kellerman. Je dois appeler pour lui rendre service. Vincent Torino n'était pas un ami au sens conventionnel du terme. Il était un ancien agent des forces spéciales qui s'était mis à son compte après sa démobilisation, fournissant des services que les sociétés de sécurité officielles ne pouvaient pas offrir. 3 avaient aidé Vinny à se sortir d'un pétrin avec des trafiquants de drogue à Hartford 2 ans auparavant, et Vinny lui avait promis que la dette serait remboursée en temps voulu. 3. Mon ami, que puis-je faire pour toi? J'ai besoin que quelqu'un disparaisse définitivement. Mais il faut que ça ait l'air accidentel. Vinny ricana. Comment? Assez pour envoyer un message à quiconque pourrait envisager de menacer ma famille. Il s'agit de l'homme qui a été ta femme. 3 aurait dû être surpris que Vinny soit déjà au courant. Mais l'information était monnaie courante dans le monde de Vinny. Lui et ceux qu'il a amenés avec lui. 2 pour le prix d'1. Ça va coûter plus cher. L'argent n'est pas un problème. Ce n'est jamais le cas avec toi, mon frère. Donne-moi 12 heures pour organiser ça. Et 3. Emmène ta famille dans un endroit sympa pour le week-end. Un endroit avec de bons alibis. Après avoir raccroché, 3 monta à son bureau et commença à prendre des dispositions. Brenna et Cooper devraient rester chez la mère de Brenna au moins 1 semaine de plus, peut-être plus. Son entreprise avait un contrat de conseil légitime à Boston qui compenserait parfaitement son absence en cas de panne. Mais d'abord, il devait accélérer le calendrier de WDE. 3 enfila sa tenue de course et sortit pour son jogging matinal habituel. En s'étirant sur sa pelouse, il prit soin de saluer Wade, qui installait une nouvelle boîte aux lettres avec un soin délibéré, exagéré. Belle matinée, lança 3 d'un ton joyeux. WDE leva les yeux, visiblement déconcerté par le changement soudain d'attitude de 3. Oui, c'est vrai. 3 s'approcha en courant, conservant son air de voisin amical. Écoute, je voulais m'excuser pour hier soir. J'étais assez saoul et je crois que j'ai dit des choses incohérentes. Wade se redressa, sa main se dirigeant instinctivement vers le marteau à sa ceinture. T'inquiète, mec. On a tous des nuits difficiles. Le truc, c'est que Brenna m'a dit qu'elle te connaissait peut-être de quelque part. Elle a dit qu'elle reconnaissait ton nom, mais qu'elle ne pouvait pas le rappeler. 3 s'était tiré le tendon. L'image même d'une conversation informelle. Tu es déjà allé à Fifth First en centre-ville? La salle de sport de Harbor Street. WDE plissa les yeux. Je ne peux pas dire que j'y sois allé. Bizarre. Elle était sûre de Y avoir vu. 3 haussa les épaules. Bon, eh bien, probablement juste un de ses visages. Bref, je devrais y aller. J'ai une réunion importante à Boston cet après-midi. 3 s'éloigna en courant avant que Wade puisse répondre, mais il sentait le regard de l'homme lui brûler le dos. La graine était plantée. Wade savait maintenant que 3 serait absent, et il savait aussi que Brenna avait parlé de lui. Ces 2 informations inciteraient Wade à agir plus vite que prévu. À 3 pâtés de maison de là, 3 s'arrêta et rappela Vinny. Changement de plan. Faire croire à un accident ce soir. Ce soir? C'est terriblement rapide, même pour moi.
La cible vient d'apprendre que je serai absent. Il va probablement s'en prendre à ma femme et à mon fils. Dans les prochaines heures. Il faut que je m'occupe de lui avant que ça n'arrive. Et le retardataire dans la berline? Le sourire de Troy était froid. Et eux? J'aime ta façon de penser, mon frère, mais ça va certainement coûter plus cher. Facture-moi. Le reste de la matinée s'est déroulé dans une chorégraphie minutieuse. Troy s'est assuré d'être vu en train de charger son sac de voyage dans sa voiture, de consulter sa montre, de manière générale, d'avoir l'air pressé de partir pour sa fausse réunion à Boston. L'équipe de surveillance de Derek a confirmé que Wade observait depuis sa fenêtre avant. Les hommes dans la berline s'étaient positionnés de manière à avoir une vue dégagée sur la maison de Troy et Wade. À midi, Troy est parti en fanfare, prenant soin de saluer Wade de la main au passage. Mais au lieu de se diriger vers l'autoroute, il s'est rendu dans un entrepôt de l'autre côté de la ville, où il avait loué un box sous un faux nom 6 mois plus tôt. À l'intérieur du box se trouvait tout ce dont il aurait besoin pour les prochaines 24 heures, du matériel de camping, des aliments lyophilisés, de l'eau et, surtout, un des vêtements de rechange et des papiers qui le localiseraient à Boston si quelqu'un posait des questions plus tard. Troy s'installa chez Wade. D'après ses calculs, Wade passerait à l'action après la tombée de la nuit. Il tenterait probablement d'abord de cambrioler la maison de Troy, à la recherche d'informations sur les allées et venues de Brenna ou de preuves de ce que Troy savait réellement sur la liaison. Ne trouvant pas ce qu'il cherchait, il se dirigerait vers la maison de la mère de Brenna. Mais Wade n'irait jamais aussi loin. Les hommes de Vinny étaient déjà en position. Demain matin, Wade Hartley et son ami Marcus Vega ne seraient plus qu'un souvenir dans un rapport de police concernant une invasion de domicile qui aurait mal tourné. Le téléphone de Troy vibra, un SMS de Brenna lui parvint. Cooper veut savoir quand tu viens le voir. Tu lui manques. Troy fixa le message un long moment avant de répondre. Dis-lui, papa s'occupe du méchant. On sera bientôt tous ensemble. Ce n'était pas un mensonge. D'ici demain, la menace qui pesait sur sa famille serait éliminée et ils pourraient commencer à reconstruire leur vie. Mais d'abord, Troy allait s'assurer que Wade n'apprenne pas ce qui s'était passé lorsque quelqu'un avait menacé ce qui appartenait à Troy Kellerman. La leçon serait permanente. Chapitre 5. Sang et conséquences. L'appel est arrivé à 3h47. Troy s'est réveillé en sursaut dans son garde-meuble, instantanément alerte malgré une somnolence intermittente de seulement 2 heures. La voix de Vinny était tendue, une urgence maîtrisée. On a un problème. Troy enfilait déjà ses bottes. Que s'est-il passé? Votre pote Wade a agi vers minuit, comme vous l'aviez prédit. Mais quand mes hommes sont arrivés chez lui, ils ont découvert quelque chose de complètement différent. Quel genre de chose? Du genre impliquant des agents fédéraux. Le sang de Troy s'est glacé. Répétez-le. La DEA avait l'endroit sous surveillance. Il s'avère que le petit ami de votre femme n'était pas un simple harceleur. Il faisait passer de la drogue par le biais de son entreprise de construction, utilisant des contrats de rénovation comme couverture pour déplacer des produits. Les fédéraux le surveillaient depuis des mois. Troy ferma les yeux, son esprit tactique calculant immédiatement les implications. Si Wade était sous surveillance fédérale, alors chacun de ses mouvements des 3 derniers jours était potentiellement enregistré. Ses conversations avec Derek, sa visite à Vinny, son départ truqué pour Boston, tout cela pourrait servir de preuve dans une enquête fédérale. Vos hommes sont-ils au clair pour l'instant? Nous nous sommes retirés en voyant le fourgon de surveillance. Mais Troy, il y a plus. Wade et son ami n'ont pas disparu dans la nuit. Ils ont enlevé quelqu'un en sortant. Qui? Madame Shawn, de la maison entre la vôtre et celle de Wade. Une vieille femme asiatique vit seule. On dirait qu'ils avaient besoin d'un otage pour leur prochain projet. Troy serra les dents. Hélène Shawn était une veuve de 73 ans qui apportait des biscuits à Cooper chaque Noël et surveillait la maison lorsque Troy et Brenna sortaient de la ville. Si Wade avait enchaîné jusqu'à kidnapper des voisins innocents, la situation avait dégénéré bien au-delà de tout ce que Troy avait prévu. Où sont-ils maintenant? Inconnus. Mais Troy, tu dois revenir. La DEA a trouvé autre chose chez Wade. Des photos de ta femme, de ton fils, des notes de surveillance détaillées sur le quotidien de ta famille. Ce type n'était pas seulement obsédé par Brenna. Il préparait quelque chose de grand. Troy démontait déjà son campement temporaire. Ses mouvements étaient efficaces et automatiques. Je suis à 20 minutes. Et Troy, viens armé. Quels que soient les plans de Wade, je ne pense pas qu'il en ait fini avec ta famille. Le trajet de retour vers Milberg Heights se déroula dans un flou de planification tactique et de fureur froide. Troy avait géré des prises d'otages pendant son service militaire,
mais jamais lorsque sa propre famille était au centre de la menace. Wade avait franchi toutes les limites en impliquant Madame Chan. Et maintenant, Troy allait franchir quelques limites à son tour. Le quartier était un chaos de lumière clignotante lorsque Troy arriva. Des véhicules de la DEA, des voitures de police locale et des ambulances bordaient la rue. Derek l'intercepta avant qu'il n'atteigne sa maison. « Où diable étais-tu » demanda Derek. « Les fédéraux te recherchent depuis 3 heures. » Boston, j'avais une réunion de consultation. L'histoire de Troy était répétée et étayée par des documents, mais il lisait le scepticisme dans le regard de Derek. Quelle est la situation? Wade a complètement déraillé. Après avoir enlevé Madame Chan, il a appelé le 911 et leur a dit qu'il avait des engins explosifs placés dans 3 maisons de cette rue. La vôtre, la sienne dans celle des Chans. Les démineurs nettoient la zone pendant les recherches. Troy scrutait le chaos qui les entourait. Son regard entraîné distinguait les agents fédéraux des policiers locaux. Un homme en particulier retint son attention. Un agent grand et mince, aux cheveux grisonnants prématurément, qui dirigeait clairement l'opération. « C'est l'agent spécial Morrison », dit Derek en suivant le regard de Troy. « Il pose beaucoup de questions sur votre entreprise, votre passé militaire et votre relation avec Wade. » « Ma relation avec Wade? J'ai rencontré cet homme il y a 3 jours. C'est ce que je lui ai dit. Mais il semble croire qu'il y a plus à dire. » Avant que Troy puisse répondre, l'agent Morrison s'est approché d'eux. Son expression était soigneusement neutre, mais Troy a reconnu le regard d'un enquêteur fédéral qui flaire quelque chose de pourri. « Monsieur Kellerman, je suis l'agent spécial Morrison de la DEA. J'ai quelques questions à vous poser sur Wade Hartley. » Troy lui a tendu la main. « Bien sûr, mais je ne suis pas sûr de pouvoir vous être d'une grande aide. Je connaissais à peine cet homme. » Morrison ne lui a pas serré la main. « Où étiez-vous ce soir entre minuit et 4 heures du matin? » « À Boston, au Marriott du centre-ville. Je peux vous fournir des reçus si nécessaire. Nous devrons vérifier. En attendant, pouvez-vous me parler de votre conversation avec M. Hartley hier matin? » L'expression de Troy est restée inchangée, mais ses pensées s'emballaient. Si la DEA avait une surveillance audio au domicile de Wade, ils auraient pu enregistrer des parties de leur conversation. Ils devaient faire très attention à ce qu'ils révélaient. Il est venu avec une bouteille de vin. Il a dit qu'il voulait être bon voisin. On a discuté pendant une 20aine de minutes. De quoi avez-vous parlé? De choses générales, du quartier, de ma famille. Il m'a posé des questions sur mon travail. Morrison a sorti un petit enregistreur. Monsieur Kellerman, je vais vous faire écouter quelque chose. Ça vient d'un appareil de surveillance que nous avions installé chez Monsieur Hartley. La voix de WDE grésillait dans le haut-parleur. Distordue, mais audible. Le mari est au courant. Kellerman a découvert pour Brenna et moi. C'est une sorte d'entrepreneur militaire, ou quelque chose comme ça. Il a menacé de me traiter comme une menace. Morrison a arrêté l'enregistrement et a regardé Troy. Ça ne ressemble pas à une conversation de bon voisinage sur la météo. Troy a soutenu son regard sans broncher. Wade Hartley avait une liaison avec ma femme. Je l'ai confronté à ce sujet et lui ai dit de rester loin de ma famille. Si cela constitue une menace à vos yeux, agent Morrison, alors je suppose que vous n'avez pas fréquenté beaucoup d'hommes dont les femmes ont été infidèles. L'avez-vous menacé de mort? Je lui ai dit de quitter la ville. Quand quelqu'un traque votre famille, agent Morrison, vous lui faites comprendre que son comportement ne sera pas toléré. Morrison observa Troy un long moment. Monsieur Kellerman, Wade Hartley est sous surveillance fédérale depuis 4 mois dans le cadre d'une enquête pour trafic de drogue. Durant cette période, nous avons documenté un comportement de plus en plus erratique à l'égard de votre femme et de votre fils. Photos, notes de surveillance, achats d'armes et de matériel de surveillance. La conversation d'hier avec vous semble avoir déclenché une rupture psychologique totale. Troy sentit un frisson lui parcourir le dos. Quel genre de rupture? Le genre où il se barricade dans une vieille prise d'otage dans un entrepôt abandonné de l'East Side, prétendant avoir assez d'explosifs pour raser un pâté de maison. La voix de Morrison était grave. Il exige de parler à votre femme. Il dit vouloir expliquer pourquoi il a dû prendre des mesures drastiques pour la protéger de vous. Les pièces du plan dérangé de Wade se sont enfin mises en place. Dans son esprit pervers, Troy était devenu le méchant, le mari violent qui éloignait Wade de son véritable amour. Enlever Madame Chan n'était pas un geste désespéré. C'était une tentative de WDE de provoquer une confrontation qui se terminerait par un choix entre la vie de Brenna et celle de son mari,
et celle d'une femme innocente. Où est ma femme maintenant? En sécurité. Nous la plaçons, elle et votre fils, en détention préventive jusqu'à ce que l'affaire soit résolue. 3 observa le chaos organisé de la réponse fédérale autour de lui. Brigades antibombes, équipes d'intervention, négociateurs, tout était concentré sur la maîtrise d'une situation qui avait dégénéré bien au-delà de tout contrôle. Agent Morrison, dit 3 prudemment, je pense que vous devriez savoir que Wade Hartley n'est pas seulement en pleine dépression nerveuse. D'après ce que j'ai observé hier, il prépare cette escalade depuis des semaines, voire des mois. Le déménagement dans ce quartier, le timing de tout cela a mené à ce moment. Morrison plissa les yeux. Que suggérez-vous? Je suggère que vos protocoles habituels de négociation d'otages ne fonctionneront pas ici. Wade ne veut ni argent ni passage sûr. Il veut que ma femme valide son illusion selon laquelle je suis le problème et lui la solution. Et 3 soutint le regard de Morrison avec la confiance inébranlable d'un homme qui avait déjà affronté des obstacles insurmontables. Et je suggère qu'il est peut-être temps de lui donner ce qu'il veut. Chapitre 6. Vers l'abîme. L'entrepôt abandonné de Hartwell squattait le côté et comme un cancer. Ses fenêtres brisées et ses murs tachés de rouille témoignaient du déclin industriel qui avait ravagé cette partie de la ville. 3 étudia le bâtiment aux jumelles depuis le poste de commandement de la DEA, notant les défis tactiques qu'il présentait. De multiples points d'entrée, un plafond qui compliquerait tout assaut et trop d'endroits où se cacher avec son otage. Absolument pas, s'exclama l'agent Morrison lorsque 3 eut terminé d'exposer son plan. Vous êtes un civil, monsieur Kellerman. Il s'agit d'une opération fédérale. 3 baissa les jumelles et se tourna vers l'agent fédéral. Agent Morrison, j'ai passé 8 ans dans les forces spéciales à mener exactement ce genre d'opération. Je maîtrise les tactiques d'assaut mieux que la plupart de votre équipe du SWAT. Et surtout, je suis la seule personne à qui Wade n'a guère envie de parler. Wade veut parler à votre femme, pas à vous. Wade veut prouver qu'il est meilleur, qu'il peut protéger Brenna de ce mari abominable qui menace des voisins innocents. La voix de 3 était froide et calculée. Il ne fera pas de mal à Madame Chin tant qu'il pense avoir une chance de gagner cette confrontation. Mais si vos négociateurs persistent à temporiser, s'il commence à réaliser que Brenna ne viendra pas, il mettra ses menaces à exécution concernant ses explosifs. Morrison consulta son chef d'équipe. Une conversation que 3 n'entendit pas, mais déchiffra dans leur langage corporel. Les agents fédéraux n'avaient plus d'autre choix, et tout le monde le savait. Wade avait été clair dans ses exigences. Amener Brenna Kellerman seul à l'entrepôt, sinon il ferait exploser les engins qu'il prétendait avoir installés dans tout le bâtiment. Même si j'acceptais ce plan insensé, Morrison finit par dire « Qu'est-ce qui te fait croire que tu peux réussir là où des négociateurs expérimentés ont échoué ?» 3 prit le gilet tactique que Derek lui avait apporté de son garde-meuble, car Wade Hartley se prend pour le héros de cette histoire, l'agent Morrison. Il croit sauver une femme d'un mari violent et la protéger d'un homme qui menace des voisins innocents. 3 enfila le gilet avec une efficacité maîtrisée. Mais quand j'entrerai dans cet entrepôt, il réalisera qu'il n'est pas le héros. Il n'est même pas la victime. C'est juste un prédateur de plus qui a choisi la mauvaise famille. Le plan était simple, ce qui le rendait à la fois élégant et dangereux. 3 s'approcherait de l'entrepôt ouvertement, vêtu de vêtements civils par-dessus son gilet tactique. Il serait équipé d'un système de sonorisation, mais autrement désarmé, du moins visiblement. Wade le verrait arriver et supposerait naturellement que Brenna avait envoyé son mari au lieu de venir elle-même. Ce que Wade ne verrait pas, c'était l'équipe de Derrick postée autour du bâtiment, ni les agents fédéraux prêts à intervenir au signal de 3. Il ne verrait pas non plus le couteau en céramique attaché à la cheville de 3, ni les grenades assourdissantes déguisées en téléphone portable dans les poches de sa veste. « Souviens-toi, » dit Morrison alors que 3 s'apprêtait à quitter le poste de commandement. « Il nous faut Wade vivant. Il a des informations sur un réseau de drogue qui s'étend sur 3 États. » Le sourire de 3 était tranchant comme une lame. « Je ferai de mon mieux. » Le trajet jusqu'à l'entrepôt ressemblait à toutes les patrouilles que 3 avait effectuées en territoire hostile, attentif à chaque ombre, chaque position de tir potentiel, chaque issue de secours. Le bâtiment s'élargit à mesure qu'il approchait. Ses vitres brisées, telles des yeux morts, observaient son avancée. L'oreillette de 3 crépitait au son de la voix de Morrison. L'imagerie thermique révèle 2 signatures thermiques au 2e étage. Coin nord-ouest. Les agents de la WDE ont localisé Madame Chin dans ce qui ressemble à un bureau.
3 appuya 2 fois sur sa radio pour accuser réception et franchit l'entrée principale de l'entrepôt. L'intérieur était une caverne d'ombre et de rouille. Des machines cassées jonchaient le sol en béton, résonnant à chaque pas. Des graffitis couvraient les murs et une odeur de délabrement et d'abandon imprégnait tout. « Attendez » cria 3, sa voix résonnant dans l'espace vide. C'est 3 Kellerman. Brenna me fit taire pendant près de 30 secondes. Puis la voix de WDE me parvint d'en haut. Où est-elle? Je leur ai dit que je voulais parler à Brenna. Elle a peur. Wade, peur de ce qui est arrivé. 3 s'enfonça dans l'entrepôt, suivant un escalier métallique menant au 2e étage. Elle m'a demandé de venir plutôt entendre ce que vous aviez à dire. Elle devrait être là elle-même. La voix de WDE se brisa d'émotion et de frustration. Elle doit comprendre ce que vous nous avez fait. 3 atteignit le palier du 2e étage et vit des lumières jaillir d'une porte au fond d'un couloir bordé de bureaux abandonnés. Ce que j'ai fait. Attendez, je crois qu'il faut qu'on parle de ce que vous avez fait. Je l'ai protégée. Je lui ai donné ce dont elle avait besoin quand son mari, trop occupé à jouer les soldats, a remarqué qu'elle était en train de mourir à l'intérieur. 3 avançait lentement dans le couloir, tous ses sens à l'affût d'explosifs ou de pièges. Dans son oreillette, il entendait Morrison coordonner ses actions avec l'équipe du SWAT, se préparant à plusieurs points d'entrée dès que 3 donnerait le signal. « C'est bien ce que tu t'es dit ?» 3 a crié que tu la protégeais. « Je l'aimais. » Le désespoir dans la voix de WDE était désormais indéniable. « Je l'aime plus que tu ne pourrais jamais l'aimer. » 3 atteignit la porte et put voir à l'intérieur du bureau. Wade se tenait près d'une fenêtre brisée, son bras autour des épaules frêles de Madame Chin. La vieille femme tremblait, mais semblait indemne. Wade tenait un pistolet dans sa main libre, mais il était pointé vers le sol plutôt que sur son otage. Plus important encore, 3 pouvaient voir les engins explosifs que Wee avait installés dans la pièce. Des bombes artisanales, rudimentaires mais potentiellement efficaces, reliées par un câblage visible à un interrupteur d'homme mort dans la main gauche de WDE. « Bonjour, Wade » dit 3 en franchissant la porte, les mains levées. « Madame Chin, vous allez bien ?» La vieille dame hocha la tête, les larmes aux yeux. « Je vais bien. 3, mais il dit qu'il va faire du mal à des gens si Brenna ne vient pas. »« Brenna ne vient pas, » dit 3, les yeux rivés sur le visage de WDE. « Mais je suis là et je pense qu'il est temps que nous ayons une conversation honnête sur ce dont il s'agit vraiment. » WDE resserra sa prise sur le pistolet et l'interrupteur d'homme mort. « C'est une question d'amour, 3. Quelque chose que tu ne comprends visiblement pas. L'amour. » 3 s'avança dans la pièce, calculant angle et distance. « Attendez, laissez-moi vous dire ce que je vois. Je vois un homme qui a harcelé une femme mariée pendant 18 mois. Un homme qui l'a manipulée pour qu'elle ait une liaison alors qu'elle souffrait d'une dépression postpartum. Un homme qui avait impliqué son fils de 9 ans dans ses tromperies. Un homme qui avait déménagé à 3 maisons de chez sa famille lorsqu'elle avait tenté de rompre. » La voix de 3 se durcit. « Ce n'est pas de l'amour, Wade. C'est de l'obsession. C'est un comportement prédateur. Tu ne sais rien. » Le visage de WDE s'empourpra de colère. « Tu n'as jamais été là pour elle. Toujours à travailler, toujours en voyage, toujours à faire passer ton entreprise avant ta famille. »« Tu as raison, » dit 3, et Wade cligna des yeux, surpris. « Je n'étais pas assez présent. Je montais une entreprise, j'essayais de subvenir aux besoins de ma famille, et je n'ai pas vu les signes indiquant que ma femme était en difficulté. C'est de ma faute. » 3 fit un pas de plus. « Mais voici la différence entre toi et moi, Wade. Quand j'ai compris que j'allais trahir ma famille, j'ai essayé de la réparer. Quand tu as compris que Brennett ne voulait plus de toi, tu as décidé de la prendre de force. » La main de Wade tremblait maintenant, à la fois d'émotion et sous le poids de l'interrupteur du mort. « Elle ne veut pas de moi. Elle ne comprend tout simplement pas que tu es le problème. Alors pourquoi n'est-elle pas là, Wade ?» La voix de 3 était presque douce maintenant. « Si elle te voulait vraiment, si elle croyait vraiment que j'étais le problème, pourquoi a-t-elle choisi de rester avec moi au lieu de s'enfuir avec toi il y a 6 mois ?» La question frappa Wade comme un coup de poing. Son visage se décomposa en réalisant que toute son illusion reposait sur des vœux pieux et des illusions. « Parce que tu l'as menacée, » murmura Wade. « Parce que tu lui as fait peur. » 3 secoua tristement la tête. « Non, Wade. Parce qu'elle a compris que ce qui s'est passé entre vous n'était pas de l'amour. C'était une erreur. Un moment de faiblesse qu'elle a regretté dès que les choses ont commencé à devenir sérieuses. »« Tu mens. » demande à Madame Chin, dit 3 en désignant la vieille dame d'un signe de tête. « Elle voit tout ce qui se passe dans notre quartier.
Elle observe ma famille depuis des années. Demande-lui si elle m'a déjà vu élever la voix contre ma femme. Demandez-lui si elle avait déjà vu des signes indiquant que Brenna avait peur de moi. Madame Shine regarda Troy et Wade, comprenant ce que Troy essayait de faire. Brenna n'a jamais eu peur de Troy, dit-elle doucement. Elle avait peur de toi. Elle m'a dit que tu ne la laisserais pas tranquille après qu'elle ait rompu. La réalité soigneusement construite par WDE s'écroulait autour de lui, et Troy vit le moment précis où le dernier lambeau de sang-froid de l'homme s'effondra. Non, hurla Wade en levant son pistolet vers Troy. Mais Troy s'était préparé à ce moment depuis son entrée dans l'entrepôt. Lorsque WDE leva la main, Troy était déjà en mouvement, plongeant vers la fenêtre tout en déclenchant la grenade assourdissante dans la poche de sa veste. L'explosion de lumière et de bruit désorienta tout le monde dans la pièce. Mais l'entraînement militaire de Troy l'avait préparé à cette surcharge sensorielle. Il se releva, retira le couteau en céramique de sa cheville et se retrouva sur Wade avant que l'homme ne se remette des effets de la grenade assourdissante. Le couteau s'enfonça juste sous les côtes de WDE, pointé vers son cœur. Les yeux de WDE s'écarquillèrent de choc et de douleur. Le pistolet lui échappa de ses doigts apathiques tandis qu'il s'effondrait. « C'est pour avoir menacé ma famille », murmura Troy à l'oreille de WDE tandis que la vie de l'homme s'éteignait. Troy examina rapidement Madame Chin, secouait mes indemnes, puis examina attentivement l'interrupteur du corps du défunt. C'était un simple dispositif à pression qui déclencherait les explosifs une fois libérés. Troy le maintint immobile tout en appelant les démineurs par radio. La cible est tombée. Il fit son rapport à Morrison. L'otage est en sécurité, mais nous avons encore des explosifs actifs. Tandis que les agents fédéraux affluaient dans l'entrepôt, Troy resta calme et professionnel, respectant tous les protocoles de préservation des preuves et de sécurité des otages. Pour tout observateur, cela ressemblait à une solution classique à une prise d'otage. Un civil qui avait eu de la chance lors d'une lutte acharnée contre un ravisseur instable. Seul Troy savait que cela n'avait rien eu de chanceux. Wade Hartley avait enfin compris ce qui se passait lorsqu'on menaçait ce qui appartenait à Troy Kellerman. La leçon était restée gravée dans sa mémoire. Chapitre 7. Reconning. 3 jours après l'incident de l'entrepôt, Troy était assis dans une salle d'interrogatoire fédérale stérile, face à l'agent Morrison, de l'autre côté d'une table métallique. La pièce était sans fenêtre et grise, conçue pour mettre les suspects mal à l'aise. Mais Troy avait connu des situations bien pires durant son service militaire. Il sirotait un café noir dans une tasse en mousse et attendait que Morrison commence ce qu'il savait être un interrogatoire soigneusement orchestré. La blessure au couteau était très précise, dit Morrison en ouvrant un épais dossier. Un coup de couteau a percé le cœur. C'est le genre de blessure qu'on voit chez quelqu'un ayant suivi un entraînement au combat. Troy soutint le regard de Morrison sans broncher. L'agent Hartley pointait une arme sur moi et menaçait de faire exploser des explosifs qui auraient pu tuer Madame Chin et la moitié de vos agents fédéraux. J'ai fait ce que j'avais à faire pour protéger des vies innocentes. Sauf que le rapport du légiste montre que Wade a été poignardé par derrière, et non lors d'une lutte frontale. La grenade assourdissante a désorienté tout le monde dans la pièce. Agent Morrison. Je ne suis pas sûr que quiconque puisse reconstituer le déroulement exact des événements avec une précision absolue. Morrison a sorti une photo. Une scène de crime montrant le corps de WDE positionné près de la fenêtre. Les éclaboussures de sang de WDE suggèrent qu'il vous tournait le dos lorsque le couteau a pénétré. Cela ne concorde pas avec votre déclaration concernant une lutte pour l'arme. Troy s'est adossé à sa chaise, l'air calme. Insinuez-vous que j'ai assassiné Wade Hartley de sang-froid? Agent Morrison, car si c'est votre théorie, j'aimerais savoir quelles preuves vous avez, au-delà de l'analyse des éclaboussures de sang, pourrait donner lieu à plusieurs interprétations. Morrison l'a regardé un long moment avant de sortir un autre dossier. Parlons de Vincent Torino. L'expression de Troy est restée inchangée, mais il a ressenti un frisson familier. Vinny était censé être resté complètement invisible pendant cette opération. Vincent Torino est un criminel condamné qui dirige une société de sécurité, douteuse à Hartford. Morrison a poursuivi. Les relevés téléphoniques montrent que vous avez appelé son numéro 2 fois dans les 24 heures précédant la mort de WDE. De quoi avez-vous discuté? Vincent Torino fournit occasionnellement des services de sous-traitance pour mon entreprise légitime de conseil en sécurité. Je l'ai appelé au sujet d'un éventuel contrat à Boston, un contrat qui n'a jamais abouti. Toutes les demandes de renseignements commerciaux ne débouchent pas sur des contrats.
Agent Morrison. Morrison a ouvert le deuxième dossier et a étalé plusieurs photos de surveillance sur la table. Les images montraient Troy à l'entrepôt. Les hommes de Vinny effectuaient des reconnaissances autour de la maison de Wade et d'autres activités qui donnaient l'impression d'une planification coordonnée. Nous surveillons Vincent Torino depuis des mois dans le cadre d'une enquête distincte. Morrison a dit, imaginez notre surprise lorsque vous êtes apparu sur nos photos de surveillance. Troy a étudié les images avec un intérêt professionnel. La surveillance a été complète, mais imparfaite. Il y avait des lacunes qu'un bon avocat de la défense aurait pu exploiter, et les photos elles-mêmes étaient au mieux circonstancielles. Agent Morrison, m'accusez-vous d'un crime? Parce que sinon, je pense que cette conversation est close. Morrison a rassemblé les photos et les dossiers. Expliquez-moi tout ça, Monsieur Kellerman. La vraie version. Troy a examiné ses options. Morrison cherchait clairement à le convaincre de lui fournir des informations que l'enquête fédérale n'avait pas pu prouver de manière concluante. La stratégie la plus intelligente était de garder le silence et de réclamer un avocat. Mais Troy repensait à une phrase de Madame Chon dans l'entrepôt. Elle m'avait dit que vous ne la laisseriez pas tranquille après avoir rompu. La vieille dame avait évoqué les craintes de Brenna concernant Wade, mais ces mots s'appliquaient tout autant à l'enquête de Morrison. Parfois, la seule façon de mettre fin à une menace était de l'affronter de front. Vous voulez la vraie version? Demanda Troy. La voici. Wade Hartley était un prédateur qui s'en prenait à ma femme lorsqu'elle était vulnérable. Il l'a manipulée pour qu'elle ait une liaison, a impliqué mon fils dans sa tromperie, puis a escaladé le harcèlement et l'enlèvement lorsqu'elle a tenté de rompre. Votre enquête fédérale lui a fourni une couverture pour poursuivre son comportement obsessionnel, car vous aviez besoin de lui pour votre affaire de drogue. Morrison plissa les yeux. Nous ignorions tout de son obsession pour votre famille jusqu'à ce que la voix de Troy brise les protestations de Morrison comme une lame de rasoir. Vous surveillez Wade depuis des mois. Vous étiez au courant de la liaison. Vous saviez que son comportement s'aggravait. Vous saviez qu'il prenait des photos de ma femme et de mon fils et qu'il préparait quelque chose qui dépassait largement le cadre de votre enquête sur les stupéfiants. Mais vous avez laissé faire parce que Wade vous était utile. L'accusation flottait entre eux, et Troy voyait à l'expression de Morrison qu'il avait visé juste. Alors oui, continua Troy, quand j'ai compris que les forces de l'ordre fédéral ne protégeraient pas ma famille de votre informateur confidentiel, j'ai pris d'autres dispositions. J'ai appelé Vincent Torino car j'avais besoin de conseils professionnels pour gérer une menace qui dépassait les capacités civiles. Et quand Wade a pris une vieille femme innocente en otage et a commencé à proférer des menaces concernant des explosifs, j'ai éliminé cette menace grâce aux compétences que l'armée américaine m'avait enseignées. Morrison se rassit sur sa chaise. Vous reconnaissez un meurtre prémédité. J'avoue avoir protégé ma famille d'un dangereux prédateur que votre enquête a permis et protégé. Troy se leva lentement. Et à moins que vous ne soyez prêt à m'inculper, agent Morrison, cette conversation est close. Troy se dirigea vers la porte, mais la voix de Morrison l'arrêta. Votre femme est au courant. Troy se retourna lentement. C'est quoi? Brenna sait que la mort de WDE n'était pas de la légitime défense lors d'une bagarre. Elle a vu les photos de la scène de crime, lu le rapport du légiste. Elle sait que vous l'avez tué délibérément. Le sourire de Morrison était froid. Elle est aussi au courant de vos appels téléphoniques à Vincent Torino, de votre voyage à Boston, de tout ça. Pour la première fois depuis l'incident de l'entrepôt, Troy fut sincèrement surpris. Où est-elle maintenant? En garde à vue avec votre fils. Ils sont en sécurité, mais ils essaient aussi d'accepter que vous n'êtes pas l'homme qu'ils pensaient. Troy serra les dents. Je suis exactement l'homme que j'ai toujours été. Agent Morrison, je suis un homme qui protège sa famille des menaces. Si cela fait de moi un monstre à vos yeux, alors nous avons des définitions très différentes de la moralité. Que va-t-il se passer maintenant? Demanda Morrison. Troy réfléchit attentivement à la question. La sécurité de sa famille avait été sa principale préoccupation tout au long de cette épreuve, mais il avait toujours su que l'élimination de Wade pourrait avoir des conséquences allant au-delà de l'enquête fédérale. La réaction de Brenna en apprenant la vérité sur ses actes était une variable qu'il avait calculée, mais qu'il espérait éviter. Maintenant, dit Troy, je rentre enfin chez moi et j'ai une conversation avec ma femme sur le genre d'homme qu'elle a épousé et le genre de vie qu'elle mène. Veut vivre en avant. Et si elle ne peut accepter ce que vous avez fait, l'expression de Troy était aussi froide et impitoyable que l'hiver, alors elle découvrira que Wade n'était certainement pas la seule personne dans sa vie à avoir sous-estimé Troy Kellerman. Morrison se leva brusquement. Menacez-vous votre femme, Monsieur Kellerman?
Je constate simplement que ceux qui trahissent ma confiance ont tendance à subir les conséquences de leur choix. 3 ouvrit la porte et marqua une pause. Demandez à Vincent Torino ce qui est arrivé à la dernière personne qui a cru pouvoir jouer avec ma famille et s'en est allé en semant la pagaille. 3 quitta le bâtiment fédéral en sachant que Morrison enquêterait sur cette menace et découvrirait qu'il n'y avait aucune trace de quelqu'un. D'autres ayant connu une fin malheureuse après avoir trahi 3 clairement. Mais le doute était semé. Et parfois, le doute était plus efficace que la certitude. Car la vérité était que 3 n'avait jamais tué personne avant Wade Hartley. Mais il découvrit qu'il était très doué pour ça. Et si sa femme ne pouvait accepter l'homme qu'elle avait épousé, elle apprendrait à quel point il était doué. Chapitre 8. Le jugement. 3 retrouva Brenna et Cooper chez sa mère à West Hartford, une modeste maison coloniale qui lui avait toujours semblé un refuge contre les complications de la vie adulte. Mais alors qu'il se tenait sur le porche familier, 3 réalisa qu'il n'y aurait pas de refuge contre ce qui allait suivre. Eleanor Hoffman ouvrit la porte, le visage masqué par une hostilité soigneusement maîtrisée. La belle-mère de 3 ne l'avait jamais particulièrement appréciée. Trop intense, trop secret sur son travail, trop proche des soldats qu'elle avait côtoyés pendant la carrière militaire de son père. Mais maintenant, son aversion s'était cristallisée en quelque chose de plus dur et de plus dangereux. « Elle ne veut pas te voir », dit Eleanor sans préambule. Ce n'est pas à elle de décider. La voix de 3 était calme, mais un ton sous-jacent fit reculer Eleanor involontairement. « C'est ma femme. Cooper est mon fils. Nous allons avoir une conversation. » 3. S'il te plaît, dit Eleanor d'une voix suppliante. Maintenant, laisse-le tranquille. Tu n'as pas fait assez de dégâts. 3 observa le visage de sa belle-mère, remarquant la peur dans ses yeux. Morrison avait soigneusement informé Brenna des conclusions de l'enquête fédérale. La famille savait exactement de quoi 3 était capable, et ils avaient peur de lui. Une bonne peur rendrait la prochaine conversation plus franche. « Où sont-ils » demanda 3. Eleanor le conduisit à contre-cœur à travers la maison jusqu'au jardin où Brenna était assise sur une balançoire en bois que Cooper avait dépassée depuis des années. Leur fils était introuvable, probablement à l'étage, dans la chambre d'amis de sa grand-mère, essayant de comprendre un monde soudain devenu beaucoup plus complexe. Brenna leva les yeux à l'approche de 3, et il vit dans son expression quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. Pas seulement de la peur, mais une sorte de dégoût plus profond que n'importe quel interrogatoire fédéral n'aurait pu le faire. « Bonjour, Brenna. » Elle ne répondit pas, se contentant de le fixer de ses yeux vers qu'il avait autrefois regardé avec amour et qui ne reflétaient plus que l'horreur. 3. Elle s'assit sur la balançoire à côté d'elle, les chaînes craquant sous son poids. « On doit parler de quoi ?» La voix de Brenna était à peine plus qu'un murmure. « De la façon dont tu as assassiné Wade de sang-froid. De la façon dont tu préparais ça depuis des jours, de la façon dont tu as menti aux agents fédéraux et manipulé tout le monde pour dissimuler ce que tu as fait. De la façon dont j'ai éliminé une menace pour notre famille. » Brenna rit, mais il n'y avait aucune trace d'humour dans ce rire. La menace? 3. Wade était en détention fédérale. La DEA allait l'arrêter dès la fin de son enquête. Il allait en prison pour des années. Tu n'avais pas besoin de le tuer. 3 se tourna vers elle, l'air sérieux. Wade avait enlevé une vieille femme innocente et menacé de faire exploser la moitié de l'East Side. Il était obsédé par toi au point d'en être psychotique. Même s'il était allé en prison, il en serait sorti. Et quand il l'aurait fait, il serait revenu te chercher, toi et Cooper. Alors tu t'es autoproclamé juge et bourreau. Je me suis autoproclamé protecteur de ma famille, ce que j'ai toujours été, Brenna. La seule différence, c'est que maintenant tu sais ce que ça implique parfois. Brenna se leva brusquement et s'éloigna de la balançoire. Je ne sais pas qui tu es. Je pensais avoir épousé un homme bien, un protecteur, quelqu'un qui assurait notre sécurité, Cooper et moi. Mais pas comme ça. Pas en devenant un tueur. 3 resta assis, regardant sa femme lutter contre la réalité de qui il avait toujours été. Je suis un tueur depuis l'âge de 22 ans, Brenna. L'armée m'a appris à éliminer les menaces efficacement et sans remords. Mon entreprise existe parce qu'il y a des gens dans ce monde qui comprennent que parfois la violence est la seule solution à certains problèmes. C'est différent. C'était la guerre. C'était exactement la même chose. La voix de 3 se durcit. La seule différence, c'est l'uniforme et le drapeau. Wade a à peine déclaré la guerre à notre famille qu'il a décidé de te traquer et d'impliquer notre fils dans son obsession.
J'ai mis fin à cette guerre comme on termine toujours les guerres en détruisant la capacité de l'ennemi à continuer le combat. Brenna s'arrêta. Elle fit les 100 pas et se tourna vers lui. Des larmes coulaient sur ses joues. Cooper avait vu les informations. 3. Il sait que Wade est mort. Il pose des questions sur ce qui s'est passé et je ne sais pas quoi lui dire. Dis-lui la vérité. Dis-lui que son père l'a protégé d'un homme mauvais qui voulait du mal à notre famille. Comment lui expliquer que son père est un meurtrier? 3 se leva lentement, d'un geste délibéré et contrôlé. Lorsqu'il parla, sa voix portait l'autorité d'un homme qui avait pris des décisions de vie ou de mort dans des situations où l'hésitation signifiait la mort. Tu n'as pas le droit de me juger, Brenna. Tu n'as pas le droit de te vanter d'avoir introduit cette menace dans nos vies. Wade a eu du mal à retrouver notre famille parce que tu lui as ouvert la porte. Tu lui as donné accès à notre maison, à notre quotidien, à notre fils. Tu as créé la situation avec ta liaison, et j'ai réparé le bazar. Le visage de Brenna s'empourpra de colère. J'ai fait une erreur. J'ai eu une liaison, et j'y ai mis fin quand j'ai compris ce que je faisais. Mais cela ne justifie pas. Meurtre? Ton erreur a failli coûter la vie à Cooper, dit 3, la voix s'élevant pour la première fois. Ton erreur a envoyé une vieille femme innocente à l'hôpital avec un traumatisme dont elle ne se remettra jamais complètement. Ton erreur a amené un trafiquant de drogue et un kidnappeur potentiel dans notre quartier. Alors, ne reste pas là à me faire la leçon sur la réponse proportionnelle. Ils se regardèrent de l'autre côté du jardin. 13 ans de mariage réduits à ce moment de jugement absolu. 3 voyaient Brenna prendre sa décision, pesant sa peur de lui contre son amour pour leur fils et sa propre morale. « Je veux divorcer » dit-elle finalement. 3 hocha lentement la tête. « Je pensais que tu pourrais le faire, et je veux la garde exclusive de Cooper. Je ne veux plus de lui près de toi. Je ne veux pas qu'il pense que ce que tu as fait était acceptable. » L'expression de 3 changea, prenant une expression froide et prédatrice qui fit reculer Brenna involontairement. « Ça n'arrivera pas, » dit-il doucement. « 3. Tu ne peux pas. » « Je ne peux pas quoi? Je ne peux pas protéger mon fils d'une mère qui a un tel manque de jugement qu'elle a failli le faire tuer. Je ne peux pas garantir que Cooper grandisse en comprenant que parfois les hommes bien doivent faire des choses terribles pour protéger ceux qu'ils aiment. » 3 s'approcha et Brenna recula contre la maison. « Tu sembles ne pas comprendre comment ça va se passer, Brenna. J'appellerai la police. Je leur dirai que tu me menaces. » Le sourire de 3 était glacial. « Et leur dire quoi? Que ton mari a éliminé une menace pour ta famille et que maintenant tu as des doutes sur le fait d'être marié à quelqu'un d'assez compétent pour assurer ta sécurité. » Il secoua la tête. L'agent Morrison adorait entendre cette conversation. La voix de Brenna tremblait. « Que veux-tu? » « Je veux que ma femme comprenne que tout ce que j'ai fait, c'était pour la protéger, elle est notre fils. Et je veux que Cooper grandisse auprès d'un père qui lui apprendra à être assez fort pour affronter les menaces qui pèsent sur ceux qu'il aime. Et si je ne peux pas l'accepter, 3 envisagea la question avec la même approche méthodique qu'il avait utilisée pour planifier l'élimination de WDE. Brenna était la mère de son enfant, mais elle représentait aussi un risque pour sa sécurité. Or, elle en savait trop sur ses capacités et sa propension à les utiliser. Si on ne pouvait pas lui faire confiance pour garder les secrets de famille, il faudrait la gérer comme n'importe quelle autre menace. Tu découvriras alors que Wade n'était pas le premier à sous-estimer ce que je suis prêt à faire pour protéger ce qui m'appartient. Dit 3. Finalement, et contrairement à Wade, tu ne recevras aucun avertissement. La menace planait entre eux, explicite et indéniable. Brenna comprit que ses choix se réduisaient à 2 options. Accepter son mari tel qu'il était ou assumer les conséquences de sa trahison. « J'ai besoin de temps pour réfléchir, » murmura-t-elle. 3 hocha la tête. « Tu as jusqu'à demain matin. » Mais Brenna, s'arrêta-t-il à la grille. « Cooper vient avec moi ce soir, car quelle que soit ta décision concernant notre mariage, c'est mon fils, et je protège ce qui m'appartient. » 3 traversa la maison, passa devant le visage terrifié d'Eleanor et monta l'escalier jusqu'à la chambre d'amis où Cooper se cachait. Son fils leva les yeux d'une bande dessinée, son jeune visage portant encore les traces du traumatisme des récents événements. « Dis donc, mon pote, dit 3 doucement. Prêt à rentrer? » Cooper hocha la tête et commença à emballer ses quelques affaires. Alors qu'il s'apprêtait à partir, le garçon leva les yeux vers son père avec cette honnêteté directe que seuls les enfants possédaient. « Papa, as-tu tué le méchant? » 3 s'agenouilla à la hauteur de Cooper, le regardant dans des yeux qui ressemblaient tant aux siens. « Oui, fiston, je l'ai fait. »« Bien, dit simplement Cooper. »
Il allait faire du mal à maman et à Madame Chan. 3 sentit une chaleur et une force intense lui monter à la poitrine. Son fils comprenait ce que Brenna ne comprenait pas. Certaines menaces ne pouvaient être dissipées que de manière définitive. Alors qu'ils rentraient ensemble à la maison, 3 réalisa que, quelle que soit la décision de Brenna, il avait déjà remporté la bataille la plus importante. Cooper grandirait en sachant que son père était quelqu'un sur qui on pouvait compter pour éliminer toute menace pesant sur leur famille. Et cette leçon lui servirait bien dans les années à venir. Chapitre 9. Le nouvel ordre. 6 mois plus tard, 3 se tenait dans la cuisine de sa maison de Millbrook Heights, regardant Cooper s'entraîner au football dans le jardin. Le garçon avait grandi pendant l'été, ses mouvements étaient plus assurés et plus sûrs. Le traumatisme de l'obsession de Wade Hartley s'était estompé, remplacé par la tranquille sécurité que procurait le fait de savoir que son père était capable de gérer n'importe quelle menace. Brenna avait fait son choix, comme 3 l'avaient prévu. Elle était rentrée chez elle le lendemain matin après leur conversation chez sa mère, pas les secouée, mais résolue. Les papiers du divorce n'avaient jamais été déposés. Cooper n'avait plus jamais passé une nuit loin de chez lui, et Brenna n'avait plus jamais remis en question les méthodes ni le jugement de 3. Le mariage avait changé, bien sûr. L'intimité décontractée qu'ils partageaient autrefois avait disparu, remplacée par quelque chose de plus formel et de plus prudent. Brenna ne regardait plus 3 avec amour, mais avec respect et une bonne dose de crainte. Elle comprenait désormais que son mari n'était pas un homme à prendre à la légère, à trahir ou à sous-estimer, et cette compréhension avait rendu leur foyer plus paisible qu'il ne l'avait été depuis des années. La sonnette retentit et 3 traversa la maison pour ouvrir. L'agent Morrison se tenait sur le porche, une épaisse enveloppe en papier Kraft à la main, l'air d'un homme venu annoncer une mauvaise nouvelle. « Agent Morrison », dit 3 en ouvrant la porte plus grand. « C'est inattendu, Monsieur Kellerman. J'ai des nouvelles de l'enquête sur Wade Hartley. » 3 fit signe à Morrison d'entrer dans le salon, remarquant le regard professionnel des agents fédéraux qui balayaient l'espace. Les photos de famille sur la cheminée avaient été réorganisées. Les images de la liaison de Brenna avaient été soigneusement retouchées de leur récit familial, ne laissant que des images montrant la famille Kellerman unie. « Un café » demanda à 3. « Non, merci. Cela ne sera pas long. » Morrison s'installa dans le fauteuil que Wade occupait lors de leur dernière conversation. La DEA a officiellement classé l'affaire Wade Hartley. Légitime défense lors de la protection d'un otage. Aucune charge ne sera retenue. L'expression de 3 ne changea pas, mais il ressentit une satisfaction discrète. Morrison avait passé des mois à essayer de monter un dossier pour meurtre prémédité, mais les preuves n'avaient jamais été suffisamment solides pour contrer les faits. Wade était un kidnappeur armé menaçant des vies innocentes et 3 avaient éliminé cette menace dans une situation tactique dynamique. « Je vous remercie d'être venu me le dire personnellement », dit 3. Morrison ouvrit l'enveloppe de manille et en sortit plusieurs photos, des images de surveillance montrant 3 à divers endroits de la ville au cours des 6 derniers mois. Intéressante, non? 3 étudia les images avec un intérêt professionnel. Les hommes de Morrison le surveillaient de près, documentant ses réunions avec ses clients, ses visites au stand de tir, ses dîners occasionnels avec Vincent Torino. Des activités parfaitement légales, mais le message était clair. Le gouvernement fédéral surveillait 3 Kellerman. Intéressant, demanda 3. 3 de vos clients ont signalé des accidents du travail, impliquant des employés qui détournaient de l'argent ou menaçaient de signaler des infractions aux règles de sécurité aux autorités fédérales. Un homme qui harcelait une de vos clientes a vu sa voiture sortir de la route suite à une apparente panne mécanique. Un trafiquant de drogue qui opérait près de l'école primaire de Cooper a fait une overdose de son propre produit. Morrison a rassemblé les photos. Statistiquement, il est remarquable de constater combien de problèmes semblent se résoudre d'eux-mêmes chez les personnes qui ont fait appel à vos services de conseil en sécurité. Le sourire de 3 était mince et froid. Je fournis des évaluations de sécurité très approfondies. Agent Morrison. Lorsque les clients comprennent l'ampleur des menaces auxquelles ils sont confrontés, ils sont en mesure de prendre des décisions éclairées pour se protéger. Et si ces décisions aboutissent à l'élimination de menaces par des accidents opportuns, je ne suis pas responsable des choix que font mes clients après avoir reçu mes recommandations professionnelles. Morrison se leva, sa frustration évidente. Vous dirigez une opération de meurtre à gages déguisée en cabinet de conseil en sécurité. Je dirige une entreprise légitime qui aide les gens à identifier et à corriger les failles de sécurité. La voix de 3 resta posée et professionnelle.
Si vous avez des preuves d'activité criminelle, agent Morrison, je vous suggère de porter plainte. Sinon, ces recherches infructueuses commencent à ressembler à du harcèlement. Morrison se dirigea vers la porte, mais s'arrêta dans le couloir. Ce qui est arrivé à Wade ne vous a guère changé, n'est-ce pas? Vous avez découvert que vous aimiez tuer. 3 réfléchit honnêtement à la question. La mort de WDE était nécessaire. Mais Morrison avait raison sur un point. 3 avait découvert quelque chose sur lui-même lors de cette confrontation dans l'entrepôt. Il avait appris qu'il était exceptionnellement doué pour éliminer les menaces et que cette connaissance avait ouvert de nouvelles perspectives pour son entreprise. Ce qui est arrivé à Wade Hartley m'a appris que certains problèmes nécessitent des solutions permanentes, dit finalement 3. Et qu'il y a des gens dans ce monde qui sont prêts à payer pour ces solutions. Et ta famille? Que pense-t-elle de ce que tu es devenu? 3 jeta un coup d'œil vers la fenêtre de la cuisine où il pouvait voir Brenna préparer le dîner tout en surveillant l'entraînement de foot de Cooper. Sa femme vaquait à ses occupations domestiques avec une efficacité tranquille. Elle n'était plus la femme insouciante qu'il avait épousée, mais quelqu'un de plus prudent et conscient des complexités du monde dans lequel il vivait. Ma famille comprend que leur sécurité est ma principale préoccupation, dit 3. Ils comprennent que je suis quelqu'un sur qui on peut compter pour gérer toute menace qui surgit, et ils comprennent que la loyauté et la discrétion sont récompensées, tandis que la trahison et l'insouciance ont des conséquences. Morrison secoua la tête. Vous avez fait de votre propre famille des otages. J'ai fait de ma famille des gens qui comprennent le fonctionnement du monde. 3 ouvrit la porte d'entrée, son message clair, la conversation était terminée. Bonjour, agent Morrison. Après le départ de Morrison, 3 retourna à la cuisine où Brenna coupait des légumes pour une salade. Elle leva les yeux à son entrée, l'air soigneusement neutre. Que voulait-il? Demanda-t-elle. Nous annoncer que l'enquête sur Wade Hartley était officiellement close. Brenna hocha la tête et retourna à sa préparation. Au cours des 6 derniers mois, elle avait appris à ne pas poser trop de questions sur les affaires de 3 ni sur les nombreux reportages sur les accidents et les overdoses qui semblent se multiplier autour de ses clients. Elle avait appris que l'ignorance était plus sûre que la connaissance et que la protection de son mari avait un prix, plus facile à payer si elle ne l'examinait pas de trop près. Cooper veut savoir s'il peut inviter un ami à dîner ce week-end, dit Brenna, changeant de sujet pour un sujet plus sûr. Quel ami? Tyler Morrison. Son père travaille pour le gouvernement. 3 souris. Était sincèrement amusé. Le fils de l'agent Morrison. C'est intéressant. Devrais-je dire non à Cooper? 3 réfléchit attentivement à la demande. La présence de l'enfant de Morrison à son domicile constituerait une pression psychologique intéressante pour l'agent fédéral. Cela lui donnerait également l'occasion d'observer la dynamique familiale des Morrison et potentiellement de recueillir des renseignements sur les enquêtes fédérales en cours. Dites oui à Cooper, dit-il finalement. Je pense que ce serait bien pour lui d'avoir des amis dont les pères comprennent l'importance de protéger leur famille. Ce soir-là, après que Cooper se soit couché et que Brenna se soit retirée dans leur chambre, 3 était assis dans son bureau à domicile pour examiner les dossiers de nouveaux clients. Son entreprise avait connu une croissance significative depuis l'incident avec Wade Hartley, la rumeur se répandant dans certains cercles sur la rigueur de ses évaluations de sécurité et la finalité de ses méthodes de résolution de problèmes. Le téléphone sonna et 3 reconnut le numéro d'un éminent homme d'affaires de Hartford dont la femme recevait des lettres de menaces d'un ancien employé. Monsieur Kellerman, ici Richard Shah. Je crois que vous connaissez ma tante Hélène. 3 se renversa dans son fauteuil, se souvenant de la vieille dame. Wade avait kidnappé. Bonjour, monsieur Shah. Comment va madame Chin? Mieux, grâce à vous. Elle ne tarit pas d'éloges sur la façon dont vous avez géré la situation. La voix de Richard exprimait le respect prudent qui naît de la compréhension précise des capacités de 3. J'ai un problème qui pourrait bénéficier de votre expertise. Quel genre de problème? Le genre de problème qui exige une solution permanente. 3 sortit un bloc-notes et commença à prendre des notes devant la fenêtre de son bureau. Le quartier était calme et paisible, rempli de familles qui dormaient en sécurité parce que les hommes comme 3 Kellerman étaient prêts à faire le nécessaire pour maintenir l'ordre dans un monde de plus en plus chaotique. Racontez-moi, dit 3, avant de commencer à envisager une autre solution à un autre problème. Parce que c'est ce qu'il a fait maintenant. C'était ce qu'il avait toujours fait, mais maintenant, il le faisait par profit plutôt que par patriotisme. Et les affaires marchaient à merveille. Finalement, Wade Hartley avait apporté à 3 quelque chose de précieux.
Il savait qu'il était exceptionnellement doué pour éliminer les menaces et que des gens étaient prêts à payer cher pour ses compétences. Troy Kellerman avait trouvé sa véritable vocation, et quiconque menaçait ce qui lui appartenait apprendrait, comme Wade, que certaines leçons sont éternelles. Le quartier restait paisible, la famille restait protégée, et Troy restait exactement ce qu'il avait toujours été, un homme qui achevait ce que d'autres avaient commencé, pour toujours. Et voilà.